Donc aujourd'hui, on va parler de l'effet Hall. Donc l'effet Hall apparaît dans un conducteur qui est plongé dans un champ magnétique B. Donc on va prendre un conducteur qui a une forme parallélépipédique, donc une hauteur B, là une largeur A, et donc il est plongé dans un champ B vertical. Donc il y a une densité volumique de courant J et le courant total c'est I, donc qui est dirigé suivant l'axe Y. Alors ce qu'on va voir, c'est que l'effet Hall, en fait, c'est l'apparition d'une différence de potentiel, d'une tension, qu'on appelle la tension de Hall, qui va apparaître entre les deux faces ici, comme ça, avant-arrière, perpendiculaire à B. Et on va voir que cette tension de Hall, elle est proportionnelle au champ magnétique B, et que c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut mesurer la valeur du champ. Donc ça a une utilité pratique très concrète avec ce qu'on appelle les sondes de Hall. Alors, ici, j'ai fait deux dessins. Donc, un premier dessin avec des porteurs de charge positifs. Donc, porteurs de charge positifs, c'est dans les semi-conducteurs dopés P. C'est-à-dire que les porteurs majoritaires sont des lacunes électroniques. Bon, peu importe, on n'a pas à savoir ça en prépa. Et Q négatif, donc c'est dans les métaux. Mais sachez qu'en fait, on peut voir l'effet Hall avec des porteurs de charge positifs ou négatifs. Alors, pourquoi deux dessins différents ? Parce qu'on va supposer dans les deux cas que le courant est positif. Donc ça, c'est voilà, j'ai choisi ça. Donc ce qui veut dire que quand les porteurs de charge sont positifs, la vitesse des porteurs de charge est dans le même sens que I, d'ailleurs aussi le vecteur J. Et quand les porteurs de charge sont négatifs, la vitesse est donc dans le sens contraire du courant, du sens conventionnel du courant. Alors on va d'abord étudier le régime transitoire de l'effet Hall pour bien comprendre ce qui se passe. Donc à t égale 0, on branche le champ magnétique. Il n'existait pas pour les t négatifs. On fait un échelon de champ magnétique et donc on le branche. Et donc les porteurs de charge vont être soumis à la force de Lorentz. On ne confond pas la force de Lorentz avec la force de Laplace, bien qu'on va voir que en fait, l'effet Hall va nous permettre de comprendre l'origine de la force de Laplace. Mais ça, ce sera à la fin. Donc F est égal à QV vectoriel B. Donc on regarde le sens de cette force de Lorentz. QV vectoriel B, donc elle est vers le bas. Donc les porteurs de charge positifs vont venir s'accumuler ici sur cette charge en bas et comme le milieu est neutre, la charge opposée se met sur l'autre face. Et puis, si les porteurs de charge sont négatifs, eh bien QV, Q est négatif, vectoriel B, la force est aussi vers le bas et donc les porteurs de charge négatifs vont venir s'accumuler ici. Et donc là-haut, on a aussi la charge opposée. Donc on voit que dans les deux cas, eh bien, il fallait les distinguer parce que les charges positives et négatives ne sont pas au même endroit. Alors, comme dans un condensateur, l'accumulation de ces charges va donner naissance à un champ qu'on appelle le champ de Hall, c'est pour ça qu'on l'appelle EH, qui est transverse et qui va lui aussi exercer une force. C'est la force électrique du champ de Hall. Et au fur et à mesure que les charges vont s'accumuler, la différence de potentiel va s'accumuler, Q égale CU, un peu comme dans un condensateur, donc on comprend intuitivement cette idée-là. Et cette force électrique est opposée à la force de Lorentz, il suffit de regarder, F égale QEH, suivant que Q est positif ou Q est négatif. Alors, ce régime transitoire, au bout d'un moment, il va prendre fin pour donner naissance à un régime permanent. Alors, quand est-ce que le régime permanent est à nouveau atteint? Eh bien, c'est quand la force sur Z, la force totale sur Z, qui va être en fait, donc je vais l'écrire plutôt F scalaire UZ, donc ça va être QV vectoriel B, donc ça c'est la force de Lorentz dans les deux cas, Q positif, Q négatif, plus QEH, eh bien quand cette force est nulle, dans les deux cas, on va se retrouver avec des lignes de courant qui vont être horizontales, puisque donc perpendiculairement à l'axe Y, c'est-à-dire selon l'axe Z, les deux forces vont se compenser et donc on est en quelque sorte revenu à une situation initiale. Parce qu'avant qu'on branche le champ magnétique, les lignes de courant, elles étaient selon l'axe Y. Et une fois qu'on a branché le champ magnétique, on a vu que les lignes de courant ont été déviées par la force magnétique. Et au fur et à mesure que les charges s'accumulaient, eh bien à la fin, les lignes de courant redeviennent horizontales.
Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de voir ça? Eh bien parce que c'est ce qui va nous permettre de calculer le champ de Hall. Regardez, par cette petite équation très très simple, on en déduit la valeur du champ de Hall. Et grâce au champ de Hall, on va avoir accès à la tension de Hall. Moins V vectoriel B. Alors qu'est-ce que c'est que V ici? Donc V, c'est la vitesse, dans toute la démonstration, on a vu ce que c'était que V. V, c'était la vitesse des porteurs de charge mobiles. Alors, est-ce qu'on peut calculer la norme du champ de Hall? On peut même le faire vectoriellement d'ailleurs, regardez. Parce qu'on peut travailler avec un V algébrique. Si je travaille avec un V algébrique, je vais pouvoir avoir le champ de Hall de façon algébrique. Donc je vais dire que c'est moins V vecteur EY vectoriel B EX. Alors, EY vectoriel EX, ça fait moins EZ. Donc ça fait V bar B EZ. Est-ce qu'on peut regarder qu'on a le bon signe? Regardez. Donc si V est positif, donc dans le cas des porteurs de charge positif, puisque j'avais orienté l'axe Y vers la droite, j'ai un champ de Hall qui est bien positif sur Z. Si V est négatif, j'ai un champ de Hall qui est bien négatif sur Z. Donc vous voyez que c'est assez pratique de le faire comme ça parce que vous faites d'une pierre deux coups. Vous avez dans le même calcul le champ de Hall pour les Q positifs, les Q négatifs. Alors voilà le champ de Hall. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est relier la norme de V au courant électrique. Alors pour ça, voilà le petit raisonnement qu'on va faire. On connaît le lien qui existe entre le courant et le vecteur J. Donc on sait que l'intensité, c'est le flux du vecteur J à travers la section. Donc ça va faire J fois petite AB. Alors je vais prendre ici la norme du vecteur J. Donc J, c'est le vecteur densité volumique de courant. Alors quelle est l'expression du vecteur J? On peut faire un petit rappel. Donc J, en fait, c'est la charge d'un porteur multipliée par le nombre de porteurs par unité de volume. Donc ça, c'est en mètres moins 3. Par exemple, dans un cristal de cuivre, on sait que chaque atome de cuivre donne un électron libre, c'est un exemple, fois la vitesse d'un porteur de charge. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette expression? On peut rappeler d'où ça vient. Ça vient d'un petit bilan de charge sur une section d'un conducteur. On va faire un petit rappel sur l'expression de ce vecteur J. Donc si vous avez un conducteur électrique avec une section S, souvenez-vous de la définition de l'intensité. L'intensité, c'est la charge qui traverse pendant l'intervalle par unité de temps la section S du conducteur. Alors, comment savoir, comment calculer cette charge qui va traverser cette section S pendant dt? Eh bien, on va dire que si les porteurs de charge se déplacent à la vitesse V, il faut que ces porteurs de charge soient suffisamment proches de la section. On fait pareil quand on fait des bilans de masse, vous savez, ou des bilans de particules. Donc, il faut qu'ils soient suffisamment proches, donc il faut qu'ils soient contenus dans ce cylindre de longueur VDT et de base S. Combien y en a-t-il des porteurs comme ça? Si j'appelle n étoile le nombre de porteurs par unité de volume, je multiplie ça par la valeur du volume du petit cylindre et je multiplie aussi bien sûr par la charge d'un porteur parce que moi ce que je veux c'est la charge qui traverse. Donc il me faut le nombre de porteurs qui sont dans le petit cylindre fois la charge d'un porteur et donc ça me donne cette charge élémentaire. Et donc, regardez un petit peu ici ce que ça nous donne. C'est un peu comme quand on a fait les bilans de masse, qu'on a identifié J égale à ρV. C'est exactement pareil. Donc, on aura Q, N étoile, V fois S. J'ai divisé par dt, le dQ sur dt. Et ça, on peut le voir comme un flux. Vous voyez, tout ça, je l'appelle le vecteur J. Ça, je l'appelle S, et donc on peut le voir comme un flux dans un cas simple où J est uniforme sur la section, parce que c'était ce qui était sous-entendu. Donc I, c'est J scalaire S avec J égale NQV, et on généralise cette définition. Alors pourquoi c'est intéressant ici? Parce que ça va nous permettre de relier toutes ces grandeurs entre elles. C'est-à-dire que donc I, ça va être N, donc
Q n étoile V. Alors je prends en norme là, hein, je n'ai pas pris en mesure algébrique, j'ai pris en norme. Donc fois A fois B, parce que la section ici de notre conducteur, évidemment, c'est la section ici du rectangle. D'accord? Alors, donc du coup, qu'est-ce qu'on en déduit ici? J'ai J, j'en déduis que V, donc V, c'est I sur QN étoile AB. Donc je peux remplacer ici. Donc EH. Donc c'est I fois B sur QN étoile AB vecteur EZ. Alors, c'est encore algébrique, hein, on peut le vérifier, puisque quand Q est positif, EH est vers le haut, quand Q est négatif, EH est vers le bas. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a relié toutes ces grandeurs au courant, aux dimensions géométriques du conducteur, à la charge d'un porteur, au nombre de porteurs par unité de volume et surtout au champ magnétique. Donc là, déjà, on voit cette proportionnalité avec le champ magnétique. Alors maintenant, il ne reste plus qu'une dernière étape pour calculer ce qu'on appelle la résistance de Hall. Alors comment est-ce qu'on va relier la tension de Hall à la valeur du champ de Hall? Eh bien, il suffit de faire circuler le champ de Hall entre les deux faces du conducteur. Donc on va aller de cette face-là, donc de Z égale 0 à Z égale petit a, hein, puisque là on avait la dimension petit a. Alors pourquoi est-ce que ça va nous donner la tension? Vous vous souvenez du lien qui existe entre champ électrique et tension, hein, ça c'est des petites choses, mais voilà, il ne faut pas hésiter. On a fait ça aussi avec le condensateur plan. Donc ça fait intégrale de Z allant 0 à A. Alors de E c'est moins gradient V, scalaire dl, vous pouvez le revoir comme ça. Moins gradient V, qu'est-ce que c'est? C'est la différentielle de V. Donc ça fait V de 0 moins V de petit a. Et V de 0 moins V de petit a, c'est ce qu'on appelle la tension de Hall. Alors attention au sens des flèches. UH, hein, voilà, c'est cette tension-là. UH, donc V de 0 moins V de A. Et donc, comme ce truc-là est uniforme, je vais simplement multiplier par A, donc ça va faire EH fois A, mais tout est algébrique, hein, c'est ça qui est bien, fois A, et donc ça fait I sur QN étoile B fois grand B. Donc voilà la tension de Hall. Alors, ce qui est super, c'est qu'elle est proportionnelle à B. Hein, vous le voyez, elle est proportionnelle à B. Et donc, c'est grâce à ça qu'on peut, en étalonnant la sonde pour un champ dont on connaît la valeur, calculer le coefficient de proportionnalité entre UH, donc ça c'est aussi UH, hein, donc on a UH est égal à ça. Alors on peut aussi définir une tension, une résistance de Hall. Regardez, si vous faites UH sur I, c'est ce qu'on appelle la résistance de Hall, hein, et cette fois-ci donc ça va faire B sur QN étoile fois petit b, donc la dimension de la plaquette, suivant la direction X. Alors, dernier paragraphe, on va expliquer pourquoi cette interprétation microscopique de l'effet Hall permet de justifier l'expression de la force de Laplace. Est-ce que vous vous souvenez l'expression de la force de Laplace? On ne confond pas la force de Lorentz et la force de Laplace. Qu'est-ce que c'est que la force de Laplace? La force de Lorentz, c'est la force exercée par le champ B sur une particule de charge Q de vitesse V. La force de Laplace, c'est la force exercée par un champ magnétique exercée sur un conducteur plongé dans un champ B. C'est souvent cette force-là qu'on utilise quand on fait de l'induction, hein, donc la force de Laplace. Donc dF Laplace, c'est IdL vectoriel B. Alors très souvent, hein, voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui confondent les deux, mais il ne faut pas les confondre. Mais il y a quand même un lien entre les deux, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est que l'interprétation de l'effet Hall permet de justifier
pourquoi un conducteur, notez-le à côté hein, si vous n'êtes pas sûr, donc un conducteur parcouru par l'intensité I, donc là c'est en fait un conducteur filiforme, et plongé dans un champ magnétique B, eh bien chaque élément du conducteur donc, est soumis à une force IDL vectorielle B, où B est le champ extérieur appliqué au conducteur. Vous vous souvenez quand on a fait les rails de Laplace, les choses comme ça, on utilisait tout le temps cette petite formule. Alors, pourquoi l'effet Hall permet de justifier cette affaire-là? Eh bien, quand vous avez un conducteur, vous avez donc des charges mobiles, hein, donc on avait le vecteur J, et vous avez aussi des charges fixes qui sont les charges, qui sont les ions du réseau. Si par exemple je prends un métal, à ce moment-là, les charges mobiles seront les électrons. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? C'est que sur les charges mobiles, on avait équilibre des forces, c'est-à-dire qu'on avait QV vectoriel B au moins transversalement, transversalement au conducteur, on avait QV vectoriel B plus QEH est égal à 0. Donc on voit que la résultante des forces est nulle sur les charges mobiles. Donc ce n'est pas cette résultante qui va mettre en mouvement le conducteur, ou du moins qui va exercer la force de Laplace, puisque la somme des forces est nulle sur les charges mobiles. Par contre, regardons ce qui se passe sur les charges fixes. Alors bien sûr, sous-entendu, je suis dans le référentiel du conducteur. Hein, dans le référentiel du conducteur. Donc, dans le référentiel du conducteur, par exemple, si c'est du cuivre, les ions Cu+ sont immobiles. Alors, s'ils sont immobiles, il n'y a pas de force de Lorentz, puisqu'ils n'ont pas de vitesse. Donc, il n'y a pas de force due au champ magnétique. Mais par contre, ces charges fixes vont continuer de subir le champ de Hall, parce que le champ de Hall, il est là dans le conducteur. Voyez? Donc ça, c'était un Q mobile, hein, sous-entendu bien sûr. C'était les charges mobiles dans le bilan de force qui nous a permis de définir le champ de Hall. Il y avait la force de Lorentz qui était équilibrée par la force du champ de Hall. Mais en ce qui concerne les charges fixes, dans le référentiel du conducteur, donc, il n'y a pas de force due à B, mais par contre, il y a toujours une force électrique due au champ de Hall. Je vais l'appeler FH. Et cette force électrique, en fait, donc ça va être Q fixe, Q des charges fixes, fois le champ de Hall. Mais le champ de Hall, c'était quoi? On l'a vu ensemble. Qu'est-ce qui définissait le champ de Hall? Il était défini par cette relation-là. Donc ça va faire moins Q fixe V, vectoriel B, où V, c'est la vitesse des charges mobiles. Alors ça, c'est pour une seule charge fixe. Regardez si maintenant je raisonne par unité de volume. Par unité de volume, je fais un petit découpage mésoscopique du conducteur. Donc je vais mettre un dQ fixe dans un petit volume mésoscopique. Mais dQ fixe, c'est la densité volumique de charge fixe V vectoriel B. Donc par exemple, ce serait celle des ions Cu+. Hein. Mais comme, fois d taux, fois le petit volume que je considère. Mais comme il y a équilibre, tout est neutre. La densité volumique de charge fixe, c'est l'opposé de la densité de charge mobile. Pensez, chaque atome de cuivre va donner un électron. Donc il y a autant d'électrons libres que d'ions Cu+, dans le réseau cristallin du métal. Donc on voit que ρ fixe, c'est l'opposé de ρ mobile. Donc je vais regrouper les termes un peu différemment, comme ça. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ρ mobile fois V? Eh bien, je reconnais la définition du vecteur J. Comment j'avais défini le vecteur J tout à l'heure? Je l'avais défini comme étant Q, la charge d'un porteur mobile, fois le nombre de porteurs mobiles par unité de volume, fois leur vitesse. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que la charge d'un porteur multipliée par le nombre de porteurs par unité de volume? Eh bien, ça, par définition, c'est ρ mobile fois V. Donc, une autre manière d'écrire J, c'est aussi la densité volumique de charge mobile fois V que je reconnais ici. Donc, je peux écrire ça, J d taux vectoriel B. Et donc, je m'aperçois que quand je fais le bilan des forces
de l'action du champ magnétique sur le conducteur, hein, si je récapitule tout ce qu'on a vu. Sur les charges mobiles, il y a un équilibre qui s'établit grâce à l'existence de ce champ de Hall. Mais sur les charges fixes, il n'y a pas d'équilibre parce que ces charges fixes continuent de subir le champ de Hall. Et en fait, la résultante de tout ça, à la fois sur les charges fixes et sur les charges mobiles, bah, c'est cette force-là. Alors cette force-là, là, je l'ai exprimée par unité de volume. En fait, c'est la force de Laplace. Regardez, puisque en fait, j'ai df Laplace sur d taux, donc là, c'est une force volumique, est égale à J vectoriel B. Mais nous, ce n'est pas sous cette forme-là qu'on l'a utilisé. Hein, nous, on l'a utilisé sous la forme des courants filiformes. Mais qu'est-ce qu'on a vu, vous vous souvenez, dans le compte magnétostatique? On a vu ensemble quand on faisait un zoom sur ce fil qui en réalité a forcément une certaine section, l'élément de courant, c'est aussi pour ça que je vous avais parlé des éléments de courant, hein, IDL, c'est aussi, il y a une équivalence IDL avec J d taux. Et donc, ben, regardez, ici, je peux remplacer formellement J d taux par IDL, et donc je retrouve que df Laplace, c'est IDL vectoriel B.